Bonjour et bienvenue à ce 7e vidéo de notre 4e semaine de STT 418. Dans cette vidéo-ci, on poursuit encore avec l'étude des probabilités conditionnelles. Cette fois, j'ai décidé que j'allais commencer par une astuce qui visiblement ne rentrait pas dans le top de ma page. Donc, je l'ai écrit ici en gros. C'est une astuce qui est quand même assez importante parce que pour vrai, identifier c'est quoi la partie d'information qui est donnée dans une question, c'est quelque chose qui est relativement difficile puis que les gens ont beaucoup de difficultés avec cette idée-là, donc je pense que ça peut grandement vous aider. Donc ce que je dis ici, c'est que l'information qui est donnée dans une question, ce qui correspond à ce qu'on met à droite de notre sachant que finalement, ça correspond très souvent à ce qu'on appelle un complément de phrase en français. Donc ça revient à dire quoi? Ben, ça revient à dire que on pourrait enlever cette partie-là de la phrase, là, et ça resterait encore une phrase qui ferait du sens. Donc, au pire, vous irez réviser un peu qu'est-ce que c'est qu'un complément de phrase, mais je vais essayer de faire un peu apparaître cette notion-là de complément de phrase pour vous donner des astuces un peu pour aller identifier où est-ce qu'elle se situe l'information qui nous est donnée dans le problème. Donc, on va poursuivre avec ici l'exemple 2.5.3 qui est encore un exemple dans la section des probabilités conditionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit on a deux urnes qui contiennent chacune donc une boule rouge et une boule bleue. Donc, deux urnes, une rouge, une bleue. On tire une boule au hasard de chaque urne. Et sachant qu'une des boules est rouge, quelle est la probabilité que l'autre boule le soit aussi? Donc, où est-ce qu'il se situe ici, le fameux complément de phrase? C'est sachant qu'une des boules est rouge. Donc ici, c'était peut-être évident vu que c'est écrit sachant que, mais des fois, ça ne sera pas toujours le cas. Ce que je veux que vous remarquiez, c'est que si on scrape cette section-là de la phrase, qu'on fait juste lire la phrase, quelle est la probabilité que l'autre boule le soit aussi? Donc, il faut ajuster un petit peu, mais quelle est la probabilité que l'autre boule soit également rouge? C'est une phrase qui se tient. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un peu le complément de phrase, dans le sens qu'on peut le retirer, ça fait encore du sens. Il y a un petit ajustement à faire, je vous le donne, mais l'idée est quand même là. Donc, le truc que j'ai mis en vert, c'est vraiment notre information qui est donnée, qu'on va pouvoir utiliser. Donc, il faut évidemment se définir des événements avant de commencer à faire des calculs. Donc, ici, on va dire soit, premièrement, notre événement E qui nous intéresse, donc soit E, l'événement au moins une boule est rouge, au moins une boule est rouge. Donc ça va correspondre finalement à la partie sachant que. On sait qu'une des boules est rouge, donc ça veut dire qu'il y en a au moins une qui est rouge. Au total, globalement, qu'est-ce qui se passe? On est en train de piger deux boules. Donc, on peut soit avoir rouge-rouge, on pourrait avoir rouge-bleu, on pourrait avoir bleu-bleu, ou on pourrait avoir bleu-rouge. Comme ça ici. Et notre événement E, lui, à quoi est-ce qu'il correspond? Au moins une boule est rouge, ça veut dire qu'on a soit rouge-rouge, soit on a rouge-bleu, ou on a bleu-rouge. Et finalement, donc nous, ce qui nous intéresse, la probabilité que l'autre boule le soit aussi, donc ça revient à dire que les deux boules sont rouges. Donc les deux boules sont rouges. Et là, ici, F, ça correspond tout simplement à rouge-rouge. Comme ça ici. Et donc, la probabilité d'avoir F sachant E, ça revient à quoi? C'est la probabilité de l'intersection. Donc, F intersection E sur probabilité de E. Donc, F intersection E, ça correspond à quoi? Donc, c'est quoi l'événement qui se retrouve dans E et dans F? C'est rouge-rouge. Donc, c'est la probabilité d'avoir rouge-rouge sur la probabilité de E, qui est finalement la probabilité d'avoir rouge-rouge, d'avoir rouge-bleu et d'avoir bleu-rouge, comme ça ici. Et donc là, si les boules sont vraiment choisies au hasard, donc avoir rouge-rouge, c'est une chance sur deux de piger la rouge dans la première urne, une chance sur deux d'avoir la rouge dans la deuxième urne. On multiplie ça ensemble, on obtient une chance sur 4. Et en bas, c'est une chance sur 4 finalement pour chacun des éléments qui sont ici. Donc, on a 3 chances sur 4
Et quand on fait le calcul ici, là, ben, on obtient qu'on a une chance sur 3 que les deux boules soient rouges, alors quand on sait qu'il y en a déjà une au départ qui est rouge. Donc, c'est bizarre parce que intuitivement, là, on serait dit que si on sait déjà qu'il y a une des boules qui est rouge, ben c'est quoi la probabilité que les deux le soient? Ça serait peut-être une demi, on a une chance sur deux que l'autre boule soit rouge ou pas, mais vraiment, les probabilités conditionnelles nous informent que non, c'est une chance sur 3 à cause de la manière que le problème est construit. Puis là, on le voit bien ici, là. C'est que finalement, avoir les deux boules rouges, quand on en sait qu'il y en a une des deux qui est rouge, ben, il y a trois possibilités qui sont possibles. Il y en a une de ces trois-là qui correspond à notre scénario de deux boules rouges. Et ça vient du fait que, ben, on sait pas de quelle boule, on sait pas de quelle urne la boule rouge provient. Donc, si on le savait, ça viendrait un peu là, changer la donne. Mais ici, la boule rouge qui nous est donnée, l'information qui est ici, on ne sait pas si elle provient de la première urne, on ne sait pas si ça provient de la deuxième urne. Donc, comme deux scénarios possibles là, qui nous amènent à la réponse de 1 tiers. On va poursuivre ici avec une remarque. Donc, de la définition qu'on a donnée d'une probabilité conditionnelle, on peut établir aussi des équations qui sont différentes. Donc, on se rappelle, là, la probabilité conditionnelle, c'est probabilité de f sachant e, c'est la même chose que probabilité de f intersection e sur probabilité de e. Donc, tout ce qu'on a fait ici, c'est qu'on est venu réarranger un petit peu les termes. Donc, si je prends la probabilité de e ici, puis que je viens le multiplier de chaque côté, ben, j'obtiens la probabilité de e fois la probabilité de f sachant e, qui est égale à la probabilité de l'intersection. Et on nous dit que ben, on peut aussi obtenir l'inverse. Donc, si je mettrais f intersection e, ben, on obtient l'inverse en termes de f. C'est exactement la même équation, là, mais écrite différemment. Et on a donc une nouvelle proposition ici là, qui s'appelle la règle générale de multiplication. Donc on a ici tout plein d'événements qui font partie d'un espace fondamental et on nous dit que si on veut calculer la probabilité de l'intersection de tous ces événements-là, ben on peut l'obtenir comme étant un produit où à chaque fois là, on vient conditionner sur un événement supplémentaire. Donc si on a la probabilité de E1 multiplié par la probabilité de E2 sachant E1, multiplié par la probabilité de E3 sachant E1, E2, et là, ben, on continue comme ça, toujours en ajoutant là, un événement de plus dans la partie sachant que. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Ben, ce qu'on fait, là, c'est que on va appliquer donc la remarque là, qui est juste avant à plusieurs reprises finalement. Donc, on va prendre la probabilité, donc disons toute la patente, là, donc E1 intersection E2 intersection jusqu'à EN, comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se rajouter des parenthèses ici comme ça. Comme s'il y avait vraiment là, un événement avec un autre événement ici. Donc ça, ben, en appliquant la remarque qu'on a là, c'est exactement la même chose que la probabilité de E1 fois la probabilité de l'autre événement. Donc l'autre événement ici qui est E2 intersection donc E3 intersection E4 intersection jusqu'à éventuellement n. Et ici, on doit conditionner par le premier événement qui est E1. Comme ça, et on ferme notre parenthèse. On peut faire ça de manière récursive. Donc, je peux me rajouter encore une fois là, des parenthèses ici et faire la même histoire. Donc, ça ici, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être la probabilité de E1, si on ne touche pas, fois donc la probabilité de E2 sachant E1. Donc, ça, c'est en appliquant la remarque. Et qu'est-ce qui reste? Ben, il reste la probabilité donc de E3, intersection E4, intersection E5. Donc tout ça jusqu'à intersection EN. Et donc ici, ben, on a sachant quoi? Donc on garde notre E1 qui était déjà là et on vient ajouter là, le E2. Comme ça ici. Et on peut encore une fois là, se rajouter des parenthèses comme ça ici. Là, et on répète le processus. Jusqu'à obtenir le résultat là, de la proposition. Voilà. Et ben, on va aller voir là, un exemple en lien avec ceci. Exemple 2.5.6. Donc ici, on nous dit qu'on tire sans remise 5 jetons d'une urne donc en contient 10 blancs,
5 jaunes et 10 noirs. On voudrait savoir c'est quoi la probabilité donc que les premiers et deuxièmes là, soient blancs, troisième jaune, quatrième noir et cinquième jaune. Donc ici on va venir se définir des événements. Donc soit les événements suivants, donc on va prendre des E là, comme dans la proposition précédente, donc E1, E2, E3, E4, E5, donc qui vont être le premier jeton est blanc. Ensuite, ça va être le deuxième jeton est blanc. Ensuite, on va voir le troisième jeton est jaune. Ensuite, on va avoir le quatrième jeton est noir. Le cinquième jeton est jaune. Donc c'est beaucoup de travail définir les événements, mais c'est vraiment important parce que c'est ça qui nous permet de travailler après là, en sachant de quoi qu'on parle. Donc qu'est-ce qu'on cherche nous? Ben, on cherche à avoir tout ça qui se réalise en même temps. Donc on cherche à savoir la probabilité de E1 et E2 et E3 et E4 et E5. Et ça, ben, par la proposition qu'on vient de voir, c'est exactement donc la même chose que la probabilité de E1 fois la probabilité de E2 sachant E1 fois la probabilité donc de E3 sachant E2 et E1 fois la probabilité de E4 sachant E2 et E3 fois la probabilité de E5 sachant E1, E2, E3 et E4. Donc vous remarquerez que j'ai mis des virgules à la place des conjonctions, là. C'est une notation qui est aussi acceptée. Donc la probabilité d'avoir E1, c'est quoi la probabilité que le premier jeton soit blanc? Donc la probabilité que le premier soit blanc, ben c'est, on a 10 blancs sur une possibilité de 25. Ok. C'est quoi la probabilité que le deuxième soit blanc si on sait que le premier était blanc? Ben là, il nous reste 9 blancs sur un total de 24 jetons. Ensuite, c'est quoi la probabilité d'avoir un jeton jaune, sachant qu'on a déjà pigé 2 blancs? Ben, jaune, il y en a 5, il en reste toujours 5, mais il reste un total de 23 jetons. Pour le 4, probabilité de tirer un noir, ben, il reste 10 noirs sur 22 jetons. Et finalement, de tirer un autre jaune, ben, il nous reste 4 jaunes sur un total de 21 jetons. Et là, au total, ben, on obtient là, ici un 18 000 sur quelque chose d'horrible, 6 375 600. Et donc, la probabilité ici qu'on cherche, c'est quelque chose qui tourne dans les 0.02823. Donc, un 2%, presque 3%.